Nous sommes dans le nord-est du Japon, dans une région où près de 7000 personnes travaillent à décontaminer une terre anormalement radioactive. Cette terre, c'est celle de Fukushima. Ici. En l'espace d'une journée, tout a basculé dans un enchaînement infernal. D'abord un séisme, puis un tsunami. Enfin, une centrale nucléaire devenue une bombe en puissance. À la une, le Japon secoué comme jamais. Une centrale nucléaire en danger, des répercussions qui s'enchaînent. Le monde a les yeux rivés sur le Japon. Au cœur de toutes les angoisses, des réacteurs endommagés qui menacent le Japon tout entier. C'est un bruit assourdissant. Nous nous sommes tous regardés en nous demandant ce qui s'était passé. Le problème, c'est que si votre corium traverse le béton qui est sous le réacteur, vous avez directement toute la masse radioactive qui est dans l'environnement, qui est dans le sol. C'était la panique dans les villes, tout simplement parce que personne ne croyait à ce qu'ils voyaient. Comment ce 11 mars 2011, ce pays symbole de modernité et de haute technologie, a-t-il pu basculer dans un scénario terrifiant? Comment les systèmes de sécurité de la centrale ont-ils lâché les uns après les autres? Dans l'enceinte de confinement, la vapeur s'accumule. La pression augmente à tel point que ça peut exploser. Comment un manque d'organisation a-t-il précipité la catastrophe? Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les câbles électriques suffisamment longs pour aller rétablir le courant. Grâce aux témoignages de survivants, nous allons découvrir minute par minute ce qu'il s'est passé à l'intérieur même des murs de la centrale. C'est un état de guerre. C'est une armée en siège qui essaye de reprendre le contrôle. Mais aussi dans la zone d'évacuation. Le monde était sans dessus dessous. Je me suis dit au fond de moi qu'on ne pourrait plus rentrer. Experts et scientifiques vont nous raconter ces jours où une partie du Japon a failli disparaître. Fukushima, une catastrophe hors de contrôle. Nous sommes le vendredi 11 mars 2011 au Japon. C'est une journée tout à fait normale pour les 127 millions de Japonais. Le ciel est bleu et le soleil brille. Quand soudain, à 14h46, la Terre tremble sans discontinuer pendant de longues minutes. Personne ne le sait encore, mais le Japon est frappé par le plus fort séisme jamais enregistré dans l'archipel. Le séisme de Fukushima, c'est une magnitude 9. La comparaison qu'on a, c'est les deux bombes nucléaires de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À magnitude 5, c'est à peu près une bombe type Hiroshima. On est, en termes d'énergie, un peu plus de 10 000 fois plus puissant. C'est la panique dans tout le Japon, et notamment à Tokyo et ses 37 millions d'habitants, menacés par des gratte-ciel qui vacillent. Ça a commencé doucement. On avait l'impression au début qu'il s'agissait d'un petit séisme. Mais ensuite, ça a tremblé beaucoup plus fort et pendant longtemps. C'est ce qui caractérise ce séisme, long et fort. J'ai vraiment pensé que la station de métro où je me trouvais allait s'effondrer et nous tomber dessus. Un tremblement de terre de 2 minutes 30, suivi par de nombreuses répliques. Pourtant, malgré ces images impressionnantes, ce n'est pas ici que le séisme est le plus violent. Son épicentre est situé à 380 km de là, au nord-est des côtes. C'est la région de Fukushima qui est l'une des plus impactées.
À l'image des autres habitants, Keiko Takahashi croit voir sa fin arriver. J'étais pieds nus. Je me suis accrochée à un arbre. Je ne savais pas quoi faire. J'étais abasourdie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fin du monde. Et pourtant, le pays est habitué au séisme. Le Japon est assis sur 3 plaques tectoniques. Des plaques en mouvement continu qui menacent à tout instant l'archipel. On a cette plaque Eurasie stable, qui est une plaque continentale, donc en fait c'est une plaque, on va dire, légère. Et puis on a la plaque Pacifique, qui est une plaque océanique, dense, qui veut plonger, elle est lourde. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le séisme, c'est vraiment la friction entre les 2 plaques. Impossible de résister à une telle force. Comme à Tokyo, de nombreuses infrastructures doivent être touchées dans le pays. Mais personne n'imagine à quel point ce séisme va avoir des conséquences dramatiques. Même si les installations les plus sensibles bénéficient de systèmes antisismiques très performants, les scientifiques sont vigilants. Leur crainte majeure, les centrales nucléaires. Si l'un des 54 réacteurs répartis le long de la côte était touché, cela pourrait être une catastrophe. Une centrale en particulier inquiète les autorités, celle de Fukushima justement. Et ce n'est pas n'importe laquelle. La centrale de Fukushima Daiichi est la plus importante du pays. Elle fournit 10% d'électricité à tout le Japon. Il y a 6 réacteurs sur le site de Fukushima, donc c'est un gros site nucléaire, et donc il y a en fonctionnement 3 réacteurs. Sur les 6 réacteurs de Fukushima Daiichi, 3 fonctionnaient au moment du séisme. Ont-ils été endommagés? Normalement, leur système de sécurité devrait les avoir protégés. Le Japon est un pays situé dans une zone sismique, et donc le fait d'implanter des installations nucléaires nécessite de les dimensionner, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles puissent résister au séisme. Mais quand on dit résister au séisme, la question c'est à quel séisme? Ces sécurités, Hideki Yagi les connaît bien. Il travaille pour TEPCO, l'entreprise qui gère la centrale. Quand un tremblement de terre frappe fort, il y a un système appelé Scrum qui fait arrêter la centrale. La centrale Fukushima Daiichi a également ce système. En fonctionnement normal, des barres d'uranium plongées dans de l'eau produisent de la chaleur. C'est cette chaleur qui permet de créer de l'électricité. Au moment du séisme, des capteurs détectent les secousses et des barres de contrôle remontent automatiquement pour neutraliser cette réaction. C'est le système de Scrum. La réaction en chaîne s'arrête à un détail près. Même si vous avez arrêté le réacteur, c'est pas pour autant que l'énergie thermique n'est pas encore là. Et donc cette énergie, il faut l'évacuer. Le combustible, il faut continuer de le refroidir. Il dégage toujours beaucoup de chaleur et pour ça, on a besoin d'eau et d'électricité. Le tremblement de terre a détruit le réseau électrique de la région. La centrale doit donc subvenir elle-même à ses besoins en électricité. Elle met alors en marche sa propre énergie par le biais de générateurs diesel. Les réacteurs sont donc refroidis normalement. Les réacteurs ont réagi comme dans le livre en quelque sorte. Les dispositifs de sécurité sont mis en route. TEPCO confirme donc que la situation est sous contrôle. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'en réalité, un événement bien plus grave va se produire. Et il est en train d'arriver. « 15 heures. 13 minutes après le déclenchement du séisme. Toutes les chaînes de télévision arrêtent leur programme. Le pire est en train de se produire. Nous attendons une vague de 3 mètres de hauteur. Le tsunami se rapproche. Évacuez immédiatement. Lors du séisme, une masse d'eau colossale s'est formée. Le système se charge, et puis au moment où le séisme se produit, on relâche la tension. Et
on donne littéralement, la plaque du dessus se dédéforme, et c'est comme un piston, vous donnez un grand coup dans l'eau, et donc vous générez une onde, une vague, qui se propage dans l'océan. Depuis les hélicoptères, les médias réalisent qu'en réalité, la vague ne mesure pas 3, mais 10 mètres de hauteur. Et le monstre se rapproche dangereusement des côtes japonaises. L'une des premières communes qui va être touchée se nomme Futaba, une petite ville côtière. Katsutaka Hidogawa est le maire. De seconde en seconde, il comprend que la situation est inédite. À Futaba, même si on annonçait un grand tsunami, on n'avait eu jusqu'ici qu'un tsunami de 6 mètres. Les prévisions disaient que la vague serait sans doute de 3 mètres. Moi, dans ma tête, j'avais prévu que la vague serait de 6 mètres. Et finalement, on nous a dit que ce serait une vague d'une taille exceptionnelle, de plus de 10 mètres. Difficile de s'en rendre compte, mais la vague est haute comme un immeuble de 4 étages. Elle est aussi 2 fois plus rapide qu'une vague classique, 200 km/h. En l'espace de quelques secondes, elle pénètre les territoires, détruit et submerge tout sur son passage. À cet instant, le journaliste David McNeil est devant son poste de télévision. Il assiste en direct au désastre. À ce moment-là, je comprends que quelque chose de beaucoup plus grave que le tremblement de terre est en train de se passer. Les tsunamis qui frappent les régions côtières sont extrêmement destructeurs et mortels. Contrairement à Tokyo, les maisons, les immeubles le long des côtes ne sont pas construits pour faire face aux catastrophes naturelles. J'ai regardé par la fenêtre vers l'est, vers la mer, et j'ai vu la vague de tsunami approcher. Elle n'était plus très loin de la mairie. C'était incroyable. Pour être franc, moi non plus, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Impossible d'agir. Et la vague est encore plus grande que prévu, jusqu'à 30 mètres de haut par endroit. Et elle ne s'arrête pas sur les côtes. Elle s'engouffre jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Les structures tombent les unes après les autres. Maisons et immeubles sont détruits. Dans le tsunami, il y a eu des incendies, des maisons qui brûlent. J'ai vu des scènes comme ça au milieu de ce désespoir. Je ne veux plus jamais voir des scènes pareilles. Une question se pose alors. La centrale de Fukushima a-t-elle résisté? Les autorités découvrent des images amateurs qui leur glacent le sang. Cette vidéo montre la puissance de la vague submergeant la centrale de Fukushima, ici, au centre de l'image. Après le séisme puis le tsunami, c'est une catastrophe nucléaire qui se profile. La centrale nucléaire est noyée sous 15 mètres d'eau. Donc ça veut dire de nombreux dégâts matériels sur des cuves, mais ça veut dire aussi que les diesels de secours qui généraient l'électricité étaient dans les sous-sols, sont noyés, ne sont plus disponibles. Il n'y a plus d'électricité sur le site de la centrale nucléaire. S'il n'y a plus d'électricité de secours générée par les moteurs diesel, alors il n'y a maintenant plus rien pour refroidir et contrôler les réacteurs. Il n'y a même plus de lumière pour éclairer les lieux. On n'entend plus rien. Il fait tout noir. Il fait tout noir. C'est silencieux alors qu'il se passe quelque chose de grave. Aucun son. C'est tellement inquiétant. C'est de nombreux capteurs qui servent à se connaître l'état de la centrale, la pression, la température, qui sont plus disponibles. Et donc en plus, on n'a pas d'informations, ou très peu d'informations, sur l'état des réacteurs. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Personne ne sait. Le scénario catastrophe redouté par les autorités serait que les 3 réacteurs non refroidis montent en température, cèdent sous le coup de leur propre chaleur et libèrent des éléments radioactifs. À ce stade, c'est le réacteur numéro 1 de conception plus ancienne qui présente le plus de dangers.
Dans l'enceinte de confinement, la vapeur s'accumule. La pression augmente. Et si on ne contrôle pas bien, la pression est telle que ça peut exploser. Les ingénieurs le savent. Si le réacteur entre en fusion et explose, c'est toute une région qui pourrait être condamnée. Désormais, à Fukushima, tous les regards sont tournés vers un dernier système de sécurité, les condensateurs. Ce système fonctionne sans électricité. Il récupère la vapeur d'eau générée par le réacteur. Grâce à des bonbonnes d'eau froide, il crée alors un choc thermique qui permet de transformer la vapeur en eau. Cette dernière prend alors la direction du réacteur pour un nouveau cycle de refroidissement. C'est un système très bien pensé, où une circulation naturelle fonctionne tant que c'est bien fermé. Ça permet de temporiser un peu, mais ça n'est pas possible à long terme. Et donc l'urgence, c'est effectivement apporter de l'électricité sur le site de la centrale. Seulement voilà, le système ne fonctionne que 8 heures. Après ce délai, si l'électricité n'est pas rétablie, la centrale et le pays tout entier courent à la catastrophe. Tokyo, 16h46. 2 heures après le séisme, la situation prend une nouvelle tournure, beaucoup plus grave. Alerté par l'entreprise, le gouvernement japonais, par le biais de son Premier ministre, décrète l'état d'urgence pour la première fois de l'histoire du Japon. Fukushima n'est qu'à 250 km de la capitale nippone et ses 37 millions d'habitants. Il faut absolument éviter une évacuation, ou pire, une panique générale. Sous les vents dominants, ça peut aller jusqu'à 250 km de la centrale, l'évacuation. Et on touche l'agglomération de Tokyo. Les théories les plus folles sont redoutées. On parle d'une explosion de toutes les centrales sur la côte et d'une dispersion massive de la radioactivité. Il n'y a plus de temps à perdre. L'état d'urgence vient d'enclencher une véritable course contre la montre. À cet instant, tous les espoirs reposent sur des camions. 2 camions générateurs d'électricité. Grâce à eux, le fonctionnement normal des réacteurs devrait reprendre. Mais aucun protocole n'a été prévu à l'avance, ce qui engendre des conséquences désastreuses et à peine croyables. Les camions mettent un certain temps à arriver, et quand ils arrivent le soir à la centrale de Fukushima Daiichi, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les câbles électriques suffisamment longs pour aller rétablir le courant dans les centrales et assurer le refroidissement. Livrés à eux-mêmes, les travailleurs font avec les moyens du bord. Ils utilisent tout ce qui est à leur disposition. Face à l'urgence de la situation, les solutions les plus folles sont imaginées pour obtenir un peu d'électricité, jusqu'à utiliser des batteries de voitures. Au bout d'un moment, il y a même eu un appel en disant les batteries de voitures sont à plat, il va falloir envoyer une équipe pour en chercher, on va récolter tout l'argent sur le site pour aller acheter des batteries de voitures. C'est complètement fou. Quand on est TEPCO, l'entreprise la plus riche du Japon, on peut aller chercher les batteries de voitures en disant on payera plus tard. Yoshiro Abe est spécialisé dans la sécurité des centrales nucléaires. En pénétrant dans le QG où sont réfugiées toutes les équipes d'intervention, il comprend que la situation est très grave. La radioactivité est partout. On entre, on laisse la porte ouverte et on ouvre la deuxième porte. Et là, on se fait engueuler avec force. Fermez la porte! Fermez la porte! C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. Jusque-là, on n'avait jamais vécu ça. À 56 ans, Yoshiro Abe va travailler sans relâche. Sa mission, pomper l'eau des réservoirs. Les camions générateurs vont ensuite envoyer des tonnes d'eau au cœur du réacteur pour le refroidir. Comme le montrent ces images tournées par les pompiers, le plan d'attaque se fait là encore dans l'improvisation la plus totale. Un seul objectif, apporter de l'eau pour refroidir le réacteur numéro 1.
À ce moment, on nous demande d'aller avec notre camion au réservoir qui se trouve près du réacteur numéro 3. L'idée, c'est de pomper l'eau de ce réservoir et de l'acheminer vers les autres réservoirs. Alors nous avons relié nos tuyaux pour acheminer 40 tonnes d'eau vers le réacteur qu'il fallait refroidir. Mais Yoshiro Abe et ses collègues rencontrent un problème qui va les contraindre à stopper les opérations. Sous l'effet de la chaleur, la pression ne cesse d'augmenter à l'intérieur du réacteur et les tuyaux des pompiers ne sont pas assez puissants pour faire pénétrer l'eau dans la cuve. Leur enjeu est là, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre de pression qui permettra que l'eau rentre à l'intérieur, que l'eau arrive sur le combustible pour le refroidir. 21 heures. C'est la confusion la plus totale. À la centrale, les hommes sont démunis et la situation devient critique. Le risque de catastrophe nucléaire n'a jamais été aussi fort. Quand les générateurs de secours se sont arrêtés, nous n'avions aucun moyen, plus aucun instrument pour connaître l'état du combustible dans le réacteur. Une zone d'évacuation est décrétée. Quiconque vit à moins de 3 km de la centrale doit immédiatement quitter les lieux. Et ce n'est qu'un début. Le lendemain, 12 mars, 6h14. Le Premier ministre Naoto Kan décide sans plus attendre de se rendre sur le site accompagné du responsable de l'autorité de sûreté nucléaire, M. Haruki Madarame. Il profite du trajet en hélicoptère pour le questionner. Dans l'hélicoptère, il demande si une explosion peut se produire ou pas. Et là, M. Madarame répond qu'il n'y a pas de crainte à avoir, car il n'y a que de l'azote dans l'enceinte de confinement, un gaz non combustible. Il assure que l'explosion des réacteurs est impossible. Pendant ce temps, à la centrale, les ingénieurs assistent impuissants à la montée en pression du réacteur numéro 1. Si rien n'est fait pour libérer de la pression, son enveloppe pourrait rompre et son contenu ultra radioactif se libérer. Cette fois, ils n'ont plus le choix. Ils doivent ouvrir des vannes situées en partie haute du réacteur. Mais ils savent que les conséquences seront tragiques. Ils vont libérer des gaz radioactifs. On préfère avoir un rejet contrôlé plutôt que de risquer l'explosion de ce dernier rempart, qui est l'enceinte de confinement. C'est impensable d'autoriser de faire échapper des particules dangereuses vers des agglomérations situées dans les environs proches. Mais la situation est tellement critique. S'ils ne prennent pas cette décision, bien pire pourrait arriver. Comme le montrent ces images prises à l'intérieur de la centrale, l'absence d'électricité empêche les ingénieurs d'ouvrir la vanne à distance. Il n'y a plus qu'une solution, et elle est très dangereuse. « 7 heures du matin. Dans la centrale de Fukushima, ingénieurs et opérateurs tentent de s'organiser pour cette mission à haut risque. Puisqu'il n'y a plus d'électricité, il va falloir ouvrir la vanne manuellement. Mais cette opération, pour faire baisser la pression dans le réacteur, est une grande première. Personne ne savait sur place comment ouvrir manuellement une vanne. Donc il y a consultation des documents techniques pour essayer de comprendre comment on fait pour ouvrir une vanne de façon manuelle. Il y a des plans spécifiques pour chaque chose et il y en a vraiment beaucoup. Je vous affirme que c'est impossible de tout avoir en mémoire.
Je pense qu'ils cherchaient dans les plans comment étaient reliés les conduits pour savoir quelle vanne ouvrir ou quel circuit relier pour pouvoir remettre en marche telle ou telle machine. Imaginez, ils regardaient ces plans dans le noir à la seule lumière de la lampe torche. Il n'y a pas d'autre choix. Mais se rendre sur place, c'est s'exposer à des doses radioactives potentiellement mortelles. Un danger qui n'arrête pas les employés de la centrale. C'est une situation où l'on ne sait pas si l'on reviendra vivant. Tout le monde a peur. Tout le monde hésite à se lancer. Et finalement, personne ne se propose. Et puis, les deux plus anciens disent qu'ils vont y aller. Et d'un seul coup, toutes les mains se lèvent. Laissez-moi y aller. Je vais y aller. C'est une explosion de réaction. Face au nombre important de volontaires et pour augmenter les chances de réussite, deux équipes sont formées. Une fois sur place, elles n'auront chacune que 17 minutes et pas une de plus pour tenter d'ouvrir la vanne. Au-delà de ce temps, les équipes risquent de subir des doses mortelles de radiation. 9h04 dans la centrale de Fukushima. Équipée de combinaisons étanches et de bouteilles d'oxygène, la première équipe quitte le QG sécurisé. Mais sur le chemin, elle est très vite freinée par les gravats issus du tremblement de terre et du tsunami. Résultat, les techniciens ne parviennent même pas à atteindre la vanne. Devant l'échec de la première équipe, le QG envoie l'équipe numéro 2. Elle va tenter sa chance en empruntant un autre chemin. Il traverse un long couloir qui mène au réacteur, mais avec le tsunami, il y a plein d'eau. Il y a des poissons morts, amenés là par la vague. Ils avancent donc là-dedans, dans l'obscurité, à la lumière des lampes torches. Ils arrivent au réacteur. Ils ouvrent une porte, puis la referment. Jusque-là, c'était encore le monde des vivants. Mais à partir de cet instant, on pénètre vraiment à l'intérieur du réacteur. Et c'est le monde de la mort. Maintenant, il faut ouvrir la vanne manuellement. Mais si l'on meurt avant, à cause des radiations, c'est tout simplement la fin du Japon. Mais finalement, l'équipe numéro 2 parvient jusqu'à la vanne. C'est la libération. Il crie d'une énorme voix « J'ouvre !» En une fraction de seconde, il voit l'aiguille de température baisser. Il se jette alors sur son collègue et lui dit en criant « Regarde, regarde, 25 degrés !» Voilà, c'est comme ça qu'on a ouvert le conduit qui a sauvé le Japon. C'est un soulagement pour le personnel qui applaudit et qui, pour certains d'entre eux, n'avaient pas dormi depuis plus de 24 heures et qui vivaient dans un stress intense. Mais la joie des équipes ne sera que de courte durée. Car même si l'ouverture de la vanne a fait chuter la pression, elle a fait s'échapper des vapeurs radioactives et on ne sait pas où est-ce qu'elles se sont répandues. D'autre part, le combustible qui n'est pas refroidi continue de chauffer. Les ingénieurs ne le savent pas encore, mais une réaction hors de contrôle va alors se produire. Désormais, le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima. En direct, les médias tentent de comprendre ce qu'il se passe dans l'enceinte de la centrale. On a entendu des choses comme la pression est en hausse. Est-ce de la vapeur radioactive qu'on a vu sortir de l'enceinte de confinement? Tokyo vit dans l'inquiétude. Les opérations de sauvetage ont-elles fonctionné? Les départs commencent à se multiplier et les ressortissants étrangers sont rapatriés dans leur pays. Tous ceux qui pouvaient fuir ont fui. Tous mes collègues ont soudainement pris des vacances en Thaïlande, à Hong Kong ou en Corée. Tout le monde pressentait que quelque chose de dramatique allait se produire.
Mais que se passe-t-il réellement à Fukushima? Le journaliste David McNeil décide de rouler en direction de la centrale pour en savoir plus. Il rencontre alors des centaines de personnes qui fuient. Les locaux qui étaient toujours là et qui étaient dans leur voiture portaient tous des masques. Ils s'arrêtaient, faisaient des appels de phare, baissaient leurs vitres et disaient « Tonachikunda, où est-ce que vous allez ?» Ils étaient nombreux à posséder leur propre compteur pour mesurer les radiations. Je leur ai demandé à combien on en était et on m'a répondu 60 microsieverts, ce qui est vraiment très élevé. Vous n'avez vraiment pas envie de rester là trop longtemps. Miyako Baba fait partie de ceux qui doivent fuir. Elle habite à seulement 3 km de la centrale, en pleine zone rouge. Ici, l'évacuation est obligatoire. En cas d'accident nucléaire, elle sait qu'elle sera mortellement touchée. Il y avait des annonces de précaution à la télé. On nous disait qu'il fallait porter des masques. On devait porter des chapeaux. On devait porter des vestes. Il fallait se protéger. C'était la panique dans les villes, tout simplement parce que personne ne croyait à ce qu'ils voyaient. J'ai compris à ce moment-là à quel point c'est dur d'évacuer les gens. C'est impossible de mettre les sentiments de tout le monde à l'unisson. On a fait plein d'entraînements, plein d'exercices d'évacuation, mais le soir on rentrait chez nous, le sourire aux lèvres. C'était ça nos entraînements. On n'avait jamais fait d'exercice d'évacuation sans rentrer chez nous. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre, à accepter. Le monde était sans dessus-dessous. Je me suis dit au fond de moi qu'on ne pourrait plus rentrer. Moi, je ne savais pas quoi prendre. C'est dur de savoir ce qu'il faut prendre quand on fuit. On s'était dit qu'on irait jusqu'où on pourrait et qu'ensuite on laisserait la voiture si on n'avait pas le choix et qu'on prendrait un taxi. J'avais peur qu'on manque d'essence, alors à chaque feu, j'arrêtais le moteur. J'avais que ça en tête. Jusqu'où notre voiture allait bien pouvoir nous emmener. Faisant face pour la première fois à ce type de catastrophe, les civils n'ont pas conscience à quel point la radioactivité est un ennemi invisible. Pour moi, je dirais que ça s'apparenterait plutôt à un fantôme ou à un extraterrestre. On ne peut pas le voir ou le sentir, mais il est là. C'est difficile. Il faudrait des équipements spéciaux pour stopper les radiations qui traversent le corps. La fuite est malheureusement la seule réaction possible. Mais quand certains partent vers des zones protégées, d'autres pensent se retrouver en lieu sûr, alors qu'ils sont en réalité hautement exposés. D'autant que le pire est encore à venir. « 10h17. À la centrale, la situation paraît enfin maîtrisée. Mais en réalité, l'éventage du réacteur a seulement permis de retarder l'inévitable. Le fait d'ouvrir la vanne et de libérer la vapeur radioactive a fait baisser mécaniquement la pression dans le réacteur. Seulement le combustible étant radioactif, sa chaleur continue d'augmenter et de générer encore plus de pression. À un certain moment, une cascade d'événements non maîtrisables se met en œuvre. Quand il n'y a plus de refroidissement, cette eau s'évapore, les barres de combustible sont dénoyées, sont à l'air libre et la vapeur d'eau sur la gaine de combustible, il y a une réaction chimique qui se crée. Au sein du réacteur, toutes les matières entrent en fusion et forment ce que les spécialistes appellent le corium, un mélange hautement radioactif de 2800 degrés, 2 fois plus chaud que de la lave. En coulant au fond de la cuve, ça va faire fondre le fond de la cuve, ça va traverser la cuve et ça va tomber dans le fond de l'enceinte de confinement, sur le béton très épais qu'il y a au fond de l'enceinte de confinement. Le problème, c'est que si votre corium traverse le béton qui est sous le réacteur, donc c'est plusieurs mètres de béton, vous avez directement toute la masse radioactive qui est dans l'environnement, qui est dans le sol, avec des transferts par le sol.
Le corium représente un danger majeur, surtout à Fukushima. En effet, la centrale repose sur un sol directement en contact avec les eaux de l'océan. Si ce mélange hautement radioactif parvient à creuser le béton de la centrale, la menace pourrait donc largement dépasser le Japon et se répandre aux autres pays de l'océan Pacifique. Mais ce n'est pas tout. Dans le réacteur, alors que le corium se forme, d'autres phénomènes physiques entraînent la création d'un gaz, l'hydrogène. Or, au contact de l'air, l'hydrogène est extrêmement explosif. Et sous l'effet de la pression, il commence à s'échapper dangereusement de la cuve. À partir de 4% d'hydrogène dans une pièce où il y a de l'air, il y a un risque d'explosion. Et justement, à 15h36, c'est un bruit assourdissant. Le quartier général ne se situe pas très loin du réacteur numéro 1. Alors à cet instant, on se regarde et on se demande ce qui s'est passé. On sort tous pour voir. Plusieurs personnes sont blessées. Elles sont immédiatement évacuées. Visuellement, ça ressemble à du papier ou à des plumes qui volent dans l'air. Là, je me dis qu'on ne peut vraiment pas changer les choses, qu'on ne peut s'en remettre qu'à notre chance. Katsutaka Hidogawa, le maire de la ville voisine, assiste à la même scène apocalyptique. Du ciel tombent des flocons de l'explosion. Je n'avais jamais imaginé ça. Des particules de l'explosion qui volent. Je me suis demandé à quel point on allait être exposé aux radiations. Je me suis demandé quand on allait mourir. J'étais pétrifié. Tout le monde à ce moment-là était totalement muet. Et puis après, j'ai repris le dessus et je me suis concentré sur l'évacuation. J'ai dit à tout le monde de rentrer dans les bâtiments. La situation à Fukushima peut-elle encore s'aggraver? À la centrale, personne n'avait imaginé que le réacteur numéro 1 puisse exploser. Désormais, tout le monde n'a qu'une seule crainte, une fusion dans les deux autres réacteurs. Comme dans le réacteur numéro 1, si le refroidissement dans les réacteurs numéro 2 et 3 ne fonctionne pas, alors il se pourrait qu'il y ait aussi une explosion à l'hydrogène. Je pense que tout le monde avait cela en tête. Un réacteur en particulier inquiète, le numéro 3. C'est le plus dangereux car il contient à la fois du plutonium et de l'uranium. Ce mélange à haut risque porte un nom, le MOX. Dans le MOX, le plutonium est plus toxique. Et donc, si en cas de dispersion, c'est plus dangereux. Et aussi, il fusionne plus facilement. Sa température de fusion est plus basse. Donc, le risque de fusion arrive plus rapidement et les conséquences peuvent être plus graves si jamais on n'arrive pas à maintenir le confinement. Les hommes de Fukushima n'ont plus le choix. Ils doivent maintenir le réacteur numéro 3 confiné. Malheureusement, les choses vont une nouvelle fois virer au drame. Nous sommes 3 jours après le tsunami qui a dévasté une partie du Japon. Tous les regards sont tournés vers la centrale nucléaire de Fukushima. 3 jours après l'explosion de son premier réacteur, tout est désormais possible. Il est 11h01 ce 14 mars, quand l'impensable se produit. Une explosion vient de souffler l'enceinte du réacteur numéro 3 et le haut du bâtiment est entièrement éventré. Que faut-il faire? Les équipes de la centrale n'ont pas de réponse. Et face à cet ennemi invisible, ils sont à bout de force. On est au mois de mars, il fait froid, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'électricité, donc ils dorment dans le noir par terre. Ils ont des rations de survie de l'armée qui leur ont été envoyées. Donc c'est un état de guerre. C'est une armée en siège qui essaye de reprendre le contrôle.
Je crois que je me suis allongé par moments, mais en fait, j'ai plus le souvenir de m'être assoupi le dos contre le mur. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espace. Et on était très nombreux. Donc, je me suis glissé là où il y avait un peu de place. En fait, on s'est tous reposés comme on a pu. Il faut pourtant faire face à la catastrophe. Le défi pour ces équipes de la centrale est maintenant double. Non seulement il faut refroidir autant que possible les réacteurs 1 et 3 qui ont explosé, mais aussi tout faire pour que le réacteur 2 n'explose pas à son tour. Seulement les équipes sont confrontées à un obstacle. Après 4 jours de lutte acharnée, il n'y a quasiment plus d'eau pour refroidir les réacteurs. Il ne reste alors plus qu'une seule solution. Exploiter l'immense ressource située aux abords de la centrale. L'eau de l'océan Pacifique. Mais il y a un problème. Cette solution n'a jamais été tentée. Quelles vont être les conséquences? Personne ne le sait. Ça, c'est une des questions que va poser le Premier ministre dans sa cellule de crise. La question est posée aux responsables de la sûreté nucléaire. Quand on lui demande s'il n'y a pas un risque dans le réacteur avec l'injection d'eau de mer, il répond, en digne scientifique, qu'il n'y a pas de risque zéro. Même si c'est une probabilité infime, ce n'est pas impossible. Seulement les autorités, elles, sont inquiètes. Dans une sorte de téléphone arabe, lorsque l'information arrive au niveau du Premier ministre, cela devient un vrai risque et il faut tout arrêter. Le directeur de Fukushima, lui, est démuni, mais il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Son siège n'était pas favorable. En se disant, bop, mettre de l'eau de mer, qu'est-ce qui va se passer? La situation n'était pas claire. Le chef de centrale a dit, au point où j'en suis, j'ai plus que ça. Le directeur de la centrale anticipe alors l'interdiction d'envoyer l'eau de mer. Et chose incroyable, d'autant plus au Japon, il décide de désobéir à sa hiérarchie. Il se dirige vers la salle de communication, cache la caméra de surveillance avec son dos et dit « Hey, il va sans doute y avoir un ordre pour interrompre l'injection d'eau de mer, émanant de la direction. » Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du Japon. Écoute-moi bien, quand l'ordre va arriver, je vais te le répéter, mais ne l'applique pas. Je te répéterai l'ordre d'interruption, tu n'auras qu'à me dire « entendu ». Il faut juste que du point de vue télévisuel, ils comprennent que l'ordre a bien été reçu et appliqué. Mais en réalité, on ne fait pas ce qu'ils disent. On continue l'injection d'eau de mer. D'accord. Quoi qu'il arrive, on doit continuer l'injection d'eau de mer. Quel que soit le contenu des échanges de la téléconférence, ignore-les. Transmets ça à toutes tes équipes. Avec cette eau de mer, il va falloir refroidir les réacteurs détruits, mais aussi maintenir la température du réacteur numéro 2, qui menace à son tour d'exploser. Seulement à ce stade, n'est-il pas déjà trop tard pour que cette solution puisse fonctionner? Le 15 mars, vers 6 h du matin, boum! Une explosion se produit dans un bruit puissant, et soudain, plus de pression dans le réacteur numéro 2. En réalité, il vient d'exploser. C'est arrivé. Le pire est arrivé. Finalement, l'impossible s'est produit. Les 3 réacteurs ont fini par exploser. Et ce n'est pas terminé. L'enchaînement tragique va continuer. Sur les 6 réacteurs de la centrale, l'un d'entre eux, le numéro 4, abrite sous son toit une piscine de stockage de déchets nucléaires. Or, 5 jours après l'arrêt des systèmes de refroidissement, l'eau de la piscine est passée de 30 à 85 degrés et commence dangereusement à s'évaporer. Au fur et à mesure, l'eau qui se trouve dans les piscines s'évapore.
Mais le combustible, lui, continue de chauffer. Conséquence, la température augmente encore. On n'a pas vraiment d'idée précise ni sur le moment, ni sur la température exacte où les choses peuvent basculer. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'avec la chaleur, des particules radioactives se forment dans l'air. Et bien sûr, le risque majeur, c'est que ces particules s'échappent du bâtiment. Quand vous travaillez dans le nucléaire, vous devez penser à ce genre de choses. Tous les paramètres doivent être pris en compte. Nous imaginons ce qu'il y a de pire. Si on ne maîtrise plus le refroidissement de la piscine, là, c'est un scénario encore beaucoup plus grave que la fusion du cœur. Accident après accident, la radioactivité ne cesse d'augmenter sur le site. Les travailleurs sont désormais exposés à des doses qui dépassent l'entendement. 11 930 microsieverts par heure. C'est près de 300 000 fois la radioactivité naturelle. Je me suis dit que c'était impossible qu'un homme ayant reçu une telle dose de radiation puisse travailler dans un endroit pareil. Aussitôt, une décision est prise. L'ordre est donné. Tout le monde, à part une poignée de personnes et les directeurs des divisions, doit être évacué. Et c'est la panique. Mardi 15 mars à 19h, soit 4 jours après le début de la catastrophe, le directeur de la centrale, Masao Yoshida, décide de garder une cinquantaine de personnes avec lui pour poursuivre le combat. Il choisit ceux qui vont aller mourir avec lui. Si le premier groupe meurt, on envoie le deuxième. Et ainsi de suite. On peut faire comme ça 10 batailles. À l'extérieur, le combat se poursuit. Avec le réchauffement des piscines, des vapeurs radioactives sont soumises aux 4 vents. Ce n'est donc plus seulement le Japon, mais le monde entier qui paraît menacé. Pour contenir la radioactivité, les hommes vont se battre encore pendant 9 mois. Leur enjeu, c'était mettre de l'eau pour noyer le corium et faire en sorte de le refroidir, d'arriver à le bloquer là où il était. On a envoyé l'armée, des hélicoptères qui sont venus verser de l'eau par-dessus. Mais le taux de radioactivité au-dessus des réacteurs a été tel qu'ils n'ont pas pu approcher. C'était arroser, éteindre un incendie avec une tasse, quoi. Un travail de fourmi particulièrement risqué. Au-dessus des réacteurs, les pilotes n'ont qu'une fraction de seconde pour déverser l'eau. Au total, plus de 5000 hommes auront livré combat au front de Fukushima pour finalement parvenir à calmer le feu de cette centrale devenue un enfer nucléaire. Aujourd'hui, les abords de la centrale sont totalement déserts. La zone interdite est immense, l'équivalent de 52 000 terrains de football. Ici, toutes les structures, toute la terre doivent être décontaminées. Pour cela, une seule solution, le stockage. Dans la région de Fukushima, il y a des décharges de matières radioactives à perte de vue. 22 millions de mètres cubes, soit plus de 660 000 containers. Que vont devenir les déchets radioactifs qui sont entreposés dans ces décharges? Ils disent qu'elles sont temporaires, mais ça ne bougera jamais, parce que personne ne les accepterait. Ces déchets sont là pour toujours. Les déchets, c'est aussi les masses d'eau qui servent toujours à refroidir les réacteurs. Depuis 2011, TEPCO utilise quotidiennement 350 tonnes d'eau. Une eau qui est ensuite stockée dans l'un de ses 580 réservoirs. En tout, c'est plus de 770 000 tonnes d'eau radioactive qui sont entreposées ici, soit près de 300 piscines olympiques. C'est un vrai combat pour l'eau contaminée. C'est une guerre que mène TEPCO, et sur les 7000 travailleurs qui sont sur le site de la centrale, il y en a à peu près la moitié qui sont là que pour la gestion de l'eau contaminée. Nous ne pouvons pas continuer à stocker cette eau indéfiniment. La technologie actuelle est en mesure de décontaminer tous les éléments, sauf un, le tritium. À cause de lui, l'eau reste malheureusement très radioactive.
Nous réfléchissons encore, à l'heure actuelle, à ce que nous allons en faire. Ce n'est pas seulement l'entreprise TEPCO qui doit prendre la responsabilité de cette décision, mais le gouvernement, la société civile tout entière. Plusieurs questions se posent. Faut-il continuer à stocker cette eau, ou bien faut-il la déverser dans l'eau de la mer, ou encore imaginer d'autres solutions? Pour l'heure, il n'y a malheureusement aucune réponse. Jusqu'à maintenant, sur le site de Fukushima, seules les piscines de déchets dans le réacteur numéro 4 ont pu être vidées. Pour assurer une décontamination totale, il faudrait réussir à extraire l'élément le plus radioactif, le corium. Tout d'abord, nous ne connaissons pas l'état du combustible aujourd'hui, car nous ne pouvons toujours pas accéder à l'intérieur du bâtiment. Les scientifiques ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Toutes les innovations ont été imaginées pour pénétrer là où l'homme ne peut plus aller. Notamment là où le débit de dose, la dose de radioactivité absorbée, est trop forte. Ils ont essayé d'envoyer des robots aussi dans l'enceinte de confinement pour filmer, pour prendre des débits de dose. Alors là, on a des débits de dose qui explosent. C'est des doses létales en quelques heures. Donc si on envoie un humain, il meurt en peu de temps dans l'enceinte de confinement actuellement. Donc il est hors de question de lui envoyer des humains. Et même l'électronique des robots n'arrive pas à tenir longtemps. Donc là, il y a un vrai défi technologique. Et pour ça, TEPCO dit j'en ai pour minimum 40 ans. Un processus estimé entre 200 et 400 milliards d'euros. Mais c'est surtout au niveau de la santé que les dégâts sont les plus graves. On estime que 32 millions de Japonais ont été exposés à cette radioactivité et on craint 10 000 cas de cancer dans les 10 prochaines années, rien que dans la zone contaminée. C'est 200 fois plus qu'en temps normal. Il faudra encore des centaines d'années pour que cette terre ne porte plus les stigmates de la catastrophe qui reste encore à l'état actuel, hors de contrôle.